Bonjour tous, je suis Martin Poirot et vous écoutez Émerdre, votre émission vivante consacrée au spectacle du même genre. Aujourd'hui, nous sommes à Rennes, au village d'Alphonse, avec Yuna, Anne-Laure et Margot de la Songésie Compagnie. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation dans Émerdre. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est votre spectacle Le Rectangle Jaune, que tu as écrit et mis en scène, Yuna, et dans lequel vous jouez Anne-Laure et Margot. Avant de s'intéresser au spectacle, j'aimerais savoir comment s'est créée la Songésie Compagnie qui porte ce projet. Margot, peut-être ? Alors du coup, la Songésie, ça a commencé à 3 avec Yuna et Mathilde. C'était il y a 1 an à peu près. Et en fait, on s'est retrouvés un peu... Yuna, ça fait longtemps qu'il est dans le théâtre. Et moi, j'avais envie de faire du théâtre. Mathilde aussi. On s'est dit, vas-y, on fait un truc ensemble. Sauf Merci à qu'au tous bout d'un de nous moment, avoir le suivis. spectacle... Pour on avait connaître envie nos d'avoir actualités, plus de monde. n'hésitez pas à nous Donc, suivre on sur allait, Instagram et recruter. Facebook. Anne-Laure, du coup, on l'a rencontrée dans un atelier de théâtre autogéré, dont je fais partie, et elle aussi. Donc voilà, on lui a fait, on cherche quelqu'un pour faire du théâtre, ça te dit ? Et elle nous a dit oui. Donc voilà, vraiment très simplement. Et Louis est arrivé un peu plus tard, là, il y a quelques mois. Et pareil, même atelier de théâtre autogéré. Voilà, on va faire nos recrutements là-bas, globalement. Afin que tout le monde comprenne de quoi il en retourne, comment pourriez-vous définir ce rectangle jaune qui donne son titre au spectacle ? Le rectangle jaune, c'est à la base une pièce de décor qui s'est avéré nous servir autour de plusieurs petites formes. Et du coup, après, on a développé l'idée de faire tout un cabaret autour de cette pièce de décor, qu'il y ait cet élément-là qui ne bouge pas et qu'accessoirement, du coup, l'accent soit vraiment mis sur cette pièce de décor, que ça devienne un personnage à part entière et même une espèce on développe une espèce de fantasme de créatures cosmiques autour. Qui crée des petites choses et raconte des histoires au public. En quoi le rectangle jaune qui fait la scénographie de votre spectacle est d'une grande simplicité et d'une grande complexité à la fois ? D'une simplicité parce que c'est vraiment très simple, genre c'est vraiment un bout de tissu jaune en forme de rectangle. Et complexe dans le sens où ça devient c'est ça, une créature quoi. On sait pas trop, au début on sait pas trop ce que c'est. Il y a un personnage qui s'appelle Zabulotron qui fait donc un peu comme un monsieur, madame loyal, qui dit au public ce qu'il en retourne et qui incarne aussi la conscience du public. Enfin, c'est un peu méta tout ça. Et du coup qui donne vie en fait au rectangle jaune quoi. Qui dit au public que voilà, c'est vraiment un monstre qui crée des histoires et au bout d'un moment, en fait, au bout d'1 heure et demie de spectacle, on fait vraiment vivre le rectangle, quoi. On dit au public, regardez, il y a vraiment des trucs qui se passent, tout ça, on lui donne vie, quoi. Et notamment, je pense que la complexité du rectangle jaune, derrière effectivement cet apparat de trucs très simples qui est un rectangle jaune, la complexité, ça a été aussi de justement développer tout un imaginaire autour, le faire devenir des choses différentes et du coup... toute la complexité, ça a été de trouver qu'est-ce qui pouvait devenir, comment justement ça peut un peu prendre vie et envoyer vraiment au public un imaginaire et en même temps l'obliger à projeter son propre imaginaire sur la chose, à la fois sur le rectangle et puis sur une idée qui est venue assez vite, par exemple dans le spectacle, c'est le fait de faire du bruitage, donc de mimer des choses sur scène et de leur donner une vraie texture sonore en bruitant avec des objets du quotidien et des choses à côté. Et tout ça, ça va un peu dans le sens de encourager le public à être un peu dans une réflexion, pas forcément lui donner tout cru, tous les trucs et avoir les accessoires à proprement parler, mais l'inviter à en fait projeter sa propre vision du truc là-dessus. Et c'est ça qui rend le truc un peu compliqué, un peu complexe en soi. Oui, en fait, c'est ce que j'allais dire. Il est complexe en soi parce qu'il fait appel à l'imagination. Enfin, ce qui est simple en soi, mais il y a quand même un processus mis en marche.
Et du coup, d'une forme simple 2D abstraite, en fait, on peut y voir, je dis n'importe quoi, mais on peut y voir un moyen de transport, on peut y voir quelque chose de fixe, mais qui nous rappelle un certain meuble, voilà. Et ça, c'est mis en place par les personnages, par ce qui est raconté. Un élément très important du spectacle est le bureau à bruit. Pouvez-vous nous en dire quelques mots ? Enfin, je prends la parole parce que je suis derrière le bureau des bruits et c'est un meuble mobile qu'on emmène proche du rectangle et qui nous permet de bruiter certains éléments de scène, d'apporter du relief sonore et encore une fois d'inviter le spectateur à laisser courir son imagination. Voilà, avec des petites choses simples en fait, on a des cailloux, des pipeaux, des verres, du papier sulfurisé par exemple pour faire le bruit du petit craquement quand on pose un diamant sur un vinyle, ce petit craquement là. Voilà, donc on recherche un petit peu au niveau du son, c'est très amusant à faire et à chercher. Ce spectacle est riche de nombreuses pratiques artistiques très différentes telles que le masque, la marionnette, la magie, le bruitage et d'autres encore. Vous dites vous-même que votre travail est difficile à classer dans une catégorie. Quelle est votre volonté en assumant toutes ces pratiques ? Y a-t-il une sorte de revendication derrière cela ou c'est purement artistique ? Moi, en ce qui me concerne, après, c'est très personnel et je pense que les comédiennes, elles m'ont suivi là-dedans. Grand bien me fasse. et c'est vraiment, ouais, pour moi, il y a une revendication qui est plus... Là, j'ai l'impression qu'on va dans un truc de plus en plus classé, justement, de vraiment... on nous dit notamment de nous adresser à des théâtres en ciblant bien à quelle pratique notre spectacle va correspondre et tout. Et j'ai l'impression qu'on va dans un truc de plus en plus classifié comme ça et codifié. Et moi j'ai grandi dans le cirque, sauf que j'ai grandi en lisant énormément, donc avec un truc littéraire, et puis en même temps les marionnettes ça m'a toujours fasciné, en même temps les masques et machin. Enfin, voilà, la vie faisant, j'ai envie d'aborder tout ça et j'ai pas envie de me limiter à certains trucs. Et il y avait un spectacle que j'avais vu moi notamment en grandissant qui est de la compagnie Peeping Tom, où là ça m'a fait vraiment une grosse révélation de genre c'était marqué danse très très clair dans la plaquette et en fait t'arrivais devant le truc et puis dès qu'ils avaient à utiliser de la magie pour raconter leur histoire ils utilisaient de la magie, il y avait du cirque, de l'acrobatie, d'absolument toutes les pratiques et en fait moi ça je me suis dit mais c'est génial, même si à un moment on dit et puis j'ai pas peur de dire c'est du théâtre avec du texte machin mais voilà, après une fois que t'es dans le truc j'aime bien l'idée qu'on puisse vraiment passer par toutes les pratiques pour raconter notre histoire et qu'en même temps ça me semble pas impertinent entre guillemets. On essaye d'amener les choses et que ce soit sensé, on fait pas genre juste une phase ok c'est la minute fil de ferriste ou que ne sais-je, minute jonglage mettons. On met pas de minute jonglage dans le spectacle purement gratuitement, on essaye de tout amener dans l'histoire et que voilà. Donc, mais oui, il y a un truc envie d'un peu éclater les frontières et faire une espèce comme ça de mixture polyvalente en fait. Est-ce que c'est pour cette raison de richesse artistique des propositions que le spectacle est en 3 parties indépendantes les unes des autres ? Ouais, 3 parties, oui, c'est beaucoup pour se reposer. Et aussi pour nous. Non mais c'est vrai. En vrai, j'ai conscience que chaque partie a un peu... Ça apporte des trucs. Et en même temps, par rapport à ta question d'avant de la polyvalence et machin, du coup, ça permet aussi d'aborder des trucs différents à chaque tableau. Et effectivement, le fait de changer d'univers, entre guillemets, donc on reste dans ce truc du rectangle jaune, de la créature et tout, mais le fait de changer d'univers, par exemple, je spoil pas grand-chose, mais en gros, au deuxième tableau, le rectangle, ça devient un comptoir avec une tenancière qui tient son bar. Voilà, tu changes complètement de décor, en fait.
Et du coup, ça permet au public de se reposer, hop, repartir à zéro dans l'appréhension d'une nouvelle chose qu'on essaie de lui raconter, avec des nouvelles méthodes pour certains trucs. Par exemple, la deuxième partie est beaucoup plus musicale que la première. Et aussi, accessoirement, de jouer avec les perspectives. On a un truc qui s'étale, on a un spectacle qui s'étale de plus en plus. On a vraiment une première partie qui, tu l'as vu hier, qui est jouable dans un bar, sans aucun souci. Deuxième partie, un peu moins. Et troisième partie, c'est impossible, il nous faut une grande scène ou de la rue. Et on a un truc comme ça qui permet de s'étaler et qui en même temps, au niveau du public, je pense et j'espère, permet de plus en plus d'intégrer le public et de lui donner l'impression de faire partie du spectacle et du coup de l'emmener dans un truc un peu barré où d'un coup il ne sait plus s'il est spectateur, spectatrice ou partie prenante en fait de ce qu'on essaye de raconter. En tant que comédienne, comment avez-vous abordé ce spectacle de Yuna, qui est un royaume de poésie et de bizarrerie? Au début, les textes de Yuna sont pas forcément faciles à prendre en bouche. Ça a demandé pas mal de discussions avec lui pour savoir où il voulait en venir. Il utilise aussi des mots des fois qui sont assez désuets, donc il faut bien que nous on les intègre pour ensuite que le public aussi intègre les mots, parce que si on comprend pas ce qu'on joue, on peut pas bien le restituer, quoi. Donc au début, beaucoup de dialogues, je pense, avec Yuna. Et ensuite, ce qui est bien, c'est qu'on a eu pas mal de liberté aussi dans la création d'interprétation. Et puis on voit si ça marche ou pas, mais ça s'est fait assez fluidement, globalement. Moi, je sais que j'ai apporté, par exemple, l'aspect musical beaucoup, parce que je suis chanteuse en parallèle. Et du coup, on a coécrit une chanson, notamment avec Yuna pour la deuxième partie. Il y a un moment encore plus tard dans le spectacle où il y a les rectangloïdes qui ont une petite chanson aussi. Et donc un truc à 4 voix, donc c'était assez costaud à écrire, mais on l'a composé ensemble. Moi j'ai un petit bagage danse, donc du coup ce qui me permet de l'exprimer dans ce spectacle-là, et c'est très très plaisant. Et comment aborder au début, par exemple, le personnage de Zabulotron, il était assez énigmatique, donc ce qui était bien avec Yuna, c'est qu'on a des indications, puis après on laisse vivre et on voit ce que ça donne. Et ça, il vient un petit peu s'incarner au fur et à mesure qu'on le fait. Mais moi, je dois avouer que il y a un moment où on sait pas trop ce personnage-là, même pour moi, il était assez énigmatique. Et une fois qu'on a fait le spectacle en entier, en fait, il y avait des choses plus évidentes sur ce personnage-là. Et en fait, ça commençait à se remettre un petit peu, le puzzle se remettait en place et j'avais une vision d'ensemble plus nette de ce que c'était. Et on a appris à bricoler aussi. Parce que tout notre décor, du coup, par exemple, le bureau des bruits, il est complètement démontable. Et donc, c'est nous qui l'avons peint. Enfin, voilà, on a appris plusieurs trucs comme ça. Il y a des éléments aussi de décor, de costumes qu'on a fait nous-mêmes. On a bricolé, on a bidouillé des machins. Pour la dernière scénette, j'en dis pas trop, mais il y a 2 pièces de décor qui se rajoutent. Et en fait qu'on a pareil conceptualisé, peint, on s'est creusé la tête en fait pour savoir comment on pourrait rendre tel truc et moi j'ai appris pas mal de bricolage. Ouais. Oui, c'est vrai, parce que en fait ces éléments de décor là, en plus on s'est dit il faut qu'ils soient pratiques, il faut qu'ils soient démontables, il faut qu'ils prennent pas de place quand on bouge, parce qu'on essaye d'avoir un décor qui prend le moins de place possible. Donc effectivement, c'était un petit défi. Yuna, comment se passe le travail de direction d'acteurs, d'actrices pour arriver à ce rythme si précis, autant dans le langage corporel que le langage parlé pendant le spectacle? C'est un peu compliqué, c'est un peu un travail pas mal de travail en amont, de penser certaines choses, des envies surtout à placer, et puis de où justement par rapport à ce que je te disais tout à l'heure, d'essayer d'être un petit peu que ce soit explicable, que la présence de ces choses-là qu'on apporte et de ces pratiques-là soit explicable dans l'histoire. Il faut les placer du coup dans le texte et les amener. Donc tout ça, c'est à penser en amont. Et après, il y a toujours la dimension liberté justement des comédiens-comédiennes de pratiquer leur métier aussi. Donc du coup, il y a une espèce de partition comme ça qui est ce qu'elle est avant, qui fait assez brute et qui peut avoir l'air justement
très précises et très contraignantes. Je pense que c'est justement quand ces aspects très techniques sont sus et eus vraiment sur le bout des ongles que là justement commence à y avoir une liberté de navigation là-dedans. Ce qui rend fluide aussi tout le truc, et enfin le fait que le spectacle soit homogène, enfin ouais, qu'on soit ensemble, c'est qu'on est aussi potes, quoi. Et je pense que ça facilite aussi le travail pour Yuna parce que on se voit en dehors et on est complices, et du coup c'est plus facile, je pense, de gérer un truc comme ça entre amis, quoi. Est-ce que le masque influence le jeu? Bah oui, ça influe complètement parce qu'en fait déjà c'est un masque, donc c'est quelqu'un qui n'est pas soi. Ce qui permet aussi derrière de potentiellement changer des choses, par exemple modifier un petit peu la voix. Là en l'occurrence, sans spoiler, c'est un oiseau. Du coup qui peut avoir une voix un peu plus particulière, un peu plus nasillarde. De la manière dont moi je le joue. Ce qui permet aussi d'aller dans le corps, et c'est plutôt intéressant de pouvoir faire des choses, des expansions, jouer avec le corps. C'est vraiment le truc du masque du théâtre, quoi. Quand on le met, on est quelqu'un d'autre, c'est un autre personnage. Qui est différent de la bruiteuse que je fais quand je suis derrière le bureau des bruits, où là... déjà, c'est un personnage un peu plus en retrait, qui est là pour accompagner une scène principale. Donc oui, la réponse est oui. Il n'y a pas de scénographe à proprement dit pour le spectacle. On sent que vous réfléchissez ensemble, que vous créez ensemble. Quel rapport entretenez-vous avec le collectif? Et en quoi est-ce important pour vous, le collectif? Moi, je pense que c'est la base. C'est pour vraiment faire des projets chouettes. Je vois pas comment on peut faire des projets chouettes avec des gens avec qui on n'est pas complice, par exemple, quoi. Parce que sur scène, la complicité, je trouve que c'est vraiment très très important. Et du coup, collectif, je trouve ça super sympa et super agréable. Et surtout qu'on essaye de ne pas avoir de hiérarchie au maximum. Au niveau de la Songésie Compagnie, en tout cas, autant c'est Yuna qui nous met en scène, donc qui dirige et qui a écrit le texte et tout ça. Mais on essaye vraiment de garder un peu un truc horizontal et on apprend ensemble. On sait pas trop tout le temps où on va, mais on essaye ensemble. Margot parlait de la musique qu'elle a pu apporter et du corps que Anne-Laure a pu apporter avec la danse, art plastique aussi que Anne-Laure maîtrise beaucoup. Et ce côté où tu mets dans un sac qui est le spectacle, tu vas mettre tout ce que les uns les unes les autres savent faire. Et faire checker le truc et puis redistribuer, ça c'est un truc que j'aime beaucoup. Le collectif c'est hyper inspirant parce qu'effectivement, je redis, mais il y a des richesses qui arrivent de chez chacun, on apprend les uns des autres, on apprend des disciplines aussi les uns les autres, et puis aussi des fois on se retrouve face à des problèmes ou des obstacles et on y va ensemble pour les résoudre. Je suis d'accord aussi que j'aurais pas pu travailler avec des gens avec qui je m'entendais pas, où j'avais pas un feeling comme ça. C'est trop difficile pour moi. Ça aurait été trop difficile dans la pratique du théâtre, dans la pratique artistique même en général, je pense. Et du point de vue du collectif et même du collectif en général, j'ai aussi un petit peu cette impression-là, même par rapport, je pensais à Déter, à l'association aussi, sont des gens avec qui il y a un feeling et avec qui aussi il y a cette envie de mutualisation, d'échange, d'horizontalité qu'on trouve peut-être plus dans les métiers artistiques, je sais pas, que peut-être ailleurs. Et qui est pour moi aussi, c'est la base quoi, du fonctionnement. Et même s'il y a des ajustements à faire, même si on a nos personnalités, etc., on peut très bien fonctionner comme ça et ça marche. Et on peut être bien. Merci à tous de nous avoir suivis. Pour connaître nos actualités, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram et Facebook. À très vite.